Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief hebdo de la semaine, comme tous les dimanches soirs. Plein de choses très intéressantes à voir cette semaine, comme d'habitude. On va faire un retour sur les différents éléments, les différents événements principaux qu'on a eu justement durant cette semaine. On va faire un tour et un point sur l'ensemble des marchés, puisqu'il y a eu quand même une semaine qui a été relativement volatile. Donc ça va être très intéressant de revenir sur ça. On fera un point aussi évidemment sur les résultats justement de la semaine. Et évidemment, le but aussi ce soir, ce sera de préparer au mieux la semaine qui va arriver, qui sera aussi très importante. Et puis en plus, voilà, on arrive sur un nouveau mois, donc ça va nous permettre de mettre en place pas mal de nouvelles choses. Donc voilà le programme de ce soir. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Si vous en avez, je ferai des petites pauses régulièrement pour y répondre. Et c'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite. Je précise aussi, comme d'habitude, que pour ceux qui ne pourraient pas voir l'intégralité du live, la rediffusion sera mise juste après sur la chaîne YouTube. Voilà, allez, c'est parti, on commence une semaine assez volatile sur les cryptos, sur les 7 derniers jours. On a vu quand même encore de belles performances, quasiment plus 3% sur Bitcoin, plus 4% sur Ether, et globalement, une bonne majorité des alts qui ont été eux aussi dans des configurations haussières. On pensera notamment à XRP qui a été l'un des plus performants cette semaine, mais ça n'a pas été le seul. On a vu aussi HBAR, XLM ou encore LD. Du côté de l'indice Fear and Greed, eh bien forcément, voilà, on gagne et on garde de la confiance dans le marché avec un indice à 60 aujourd'hui et qui s'est maintenu ces derniers temps aux alentours des 60. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement cette semaine? Eh bien, en fait, on a continué cette accumulation verticale qu'on a mis en place sur Bitcoin depuis désormais un moment. On pourrait presque même dire une sorte de range en fait qui s'est mis en place clairement entre 26 700 et 29, puisqu'on a aucunement réussi à repasser sous les 26 clairement depuis maintenant plusieurs semaines, ni à casser vraiment de manière définitive les 29 000. Donc pour le moment on est un petit peu toujours dans cette période, dans cette zone d'attente, avant de voir est-ce qu'on va revenir s'appuyer sur les 25 000 dollars ou est-ce qu'on va aller directement chercher les 30 000. Ça va être la question évidemment des prochaines semaines. Alors, on voit que voilà, sur le bas, enfin vers le bas, on a toujours cette FVG et ce gap CME qu'on n'a pas encore comblé, qu'il va falloir revenir chercher à un moment donné. Et forcément aussi, il y a cette voilà, résistance psychologique des 30 000 dollars qui va être intéressante. Vous le savez, moi personnellement, le scénario que je privilégie un petit peu, c'était une déviation au-dessus des 30 000 dollars avant un retour vers le bas. Alors attention, si une cassure weekly significative est validée de cette résistance des 30 000 dollars, alors là on rentrera dans un tout autre scénario et il faudra probablement envisager une hausse bien plus importante. Mais là n'est pas l'objectif encore pour le moment. Donc voilà. Alors, il faut dire aussi que cette semaine, on a eu notre clôture mensuelle sur Bitcoin. Voilà, on a fait une très 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 belle bougie en mensuel avec une clôture du coup vraiment positive et qui est évidemment encourageante. De toute façon, personnellement, je trouve que les charts weekly, monthly, weekly et daily sont plutôt bullish sur Bitcoin. C'est vrai que autant sur des unités de temps plus courtes, on peut encore imaginer des scénarios plutôt baissiers, mais c'est vrai que voilà, on peut regarder avec un certain nombre d'indicateurs sur du monthly, sur du weekly, sur du daily, c'est quand même plutôt bullish. Alors sur du monthly, il faut encore que ça se confirme, mais on est quand même dans des setups, des scénarios qui commencent à être vraiment très très intéressants. Donc ça, c'est important de le dire. Et évidemment, le mois d'avril va être un mois très important et très intéressant. Alors, toujours en rappelant que voilà, tout ce scénario, aujourd'hui, on évolue dans un contexte très particulier, avec une Fed qui a dû changer son... Alors, excusez-moi, j'ai plus de batterie sur mon Mac, je pense. Voilà, excusez-moi. Une Fed, pardon, qui a dû changer un petit peu ses plans en précipitation, dû au fait de la crise systémique bancaire qui s'est déclenchée il y a quelques semaines aux États-Unis. On a vu du coup aussi un pivot de la Fed, ça je voulais partager cette semaine, qui a été avancé. On s'attendait à un pivot de la Fed plutôt pour été 2024. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on aura probablement finalement un pivot de la Fed à partir de cet été en 2023. Donc ça change quand même la donne sur un certain nombre d'éléments. Et du coup, ça va modifier un petit peu la compréhension qu'on va pouvoir avoir des marchés.
Donc ça va être important aussi de le comprendre. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire sur moi, mon avis personnel? Mon avis personnel, c'est quoi? C'est que je ne pense pas qu'on est capable aujourd'hui de lancer concrètement une nouvelle jambe haussière et un nouveau bull run. Pour moi, il y a trop de résistance à la fois technique, fondamentale et macroéconomique qui font que il y a un moment, ça va poser problème et on sera probablement obligé de revenir chercher plus bas. Il y a aussi le fait que voilà, toute cette liquidité qu'on a laissée aux alentours des 15 000 dollars, ben pour moi, il faudra bien revenir la chercher à un moment donné. Et on va pas. Enfin, ça serait même presque en fait dommage qu'on ne revienne pas la chercher, cette liquidité, je vous avoue. Donc voilà. Alors, évidemment, on est toujours attentif aussi sur ce qui se passe du côté des marchés financiers traditionnels, hein. D'ailleurs, on a observé quelque chose d'assez étonnant. Et d'ailleurs, c'est quelque chose dont on a discuté au salon de l'analyse technique pour ceux qui étaient là vendredi. C'est cette décorrélation qu'on voit se mettre en place depuis justement le début de la crise systémique bancaire, où jusqu'à maintenant, on avait du coup un Bitcoin et l'ensemble des marchés qui étaient très corrélés. Et c'est vrai que depuis le début de la crise, on voit quand même quelque chose d'un petit peu différent. Exemple, cette semaine et même ces derniers jours, on a un DXY, donc je rappelle l'indice devise dollar, qui est clairement baissier. Ok, si on regarde depuis début mars, l'indice devise dollar qui a perdu en l'espace d'un mois quasiment 4%. D'accord? Ce qui est beaucoup hein, pour le DXY. Et dans ce même temps, on a eu un Bitcoin montrer quand même une certaine forme de résilience et garder des performances très intéressantes. Généralement, quand on avait, quand on avait enfin, j'étais en train de m'inverser, mais ce que je voulais dire, c'est que généralement, quand on a un DXY qui baisse, autant on a un Bitcoin qui pump beaucoup plus. En fait, c'est ça que je voulais dire. C'est pas forcément résilience, c'était l'inverse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à court terme, on a vu des éléments de décorrélation ces dernières semaines sur Bitcoin, ou par exemple des fois sur du M15, on voyait un DXY, je pense notamment pendant les annonces macroéconomiques, qui partait très fort vers le haut ou très fort vers le bas, et on n'avait pas forcément un Bitcoin qui réagissait de manière classique. On a vu aussi une baisse de la volatilité sur le cours du dollar lors des dernières annonces. On voyait S&P 500 bien réagir, on voyait Nasdaq, enfin bien réagir. On voyait aussi Nasdaq réagir, mais par contre sur le DXY, on n'avait pas systématiquement de la volatilité. Donc ça, c'était assez particulier et assez intéressant de le noter. D'ailleurs, en parlant de S&P 500 et Nasdaq, ils continuent tous deux de faire des performances très intéressantes, ce qui est évidemment un appui de taille pour justement le marché crypto. Si on a un marché action qui se porte bien aussi, c'est significatif de beaux potentiels bénéfices à venir chercher. Maintenant, voilà, encore une fois, il va pas falloir trop s'emballer. On est dans un contexte très particulier. Est-ce que la Fed va, dès le prochain FOMC qui aura lieu début mai, rehausser ses taux d'intérêt directeurs et relancer sa politique monétaire qu'elle avait mis en place depuis plusieurs mois maintenant? Ou est-ce qu'elle va considérer que le risque systémique bancaire est encore trop présent et du coup continuer de ralentir la hausse des taux d'intérêt directeurs? Ça, on aura l'occasion d'en rediscuter dans les semaines qui suivront. Mais d'ailleurs, en parlant de la Fed, ça va me permettre de faire le lien et la transition directement avec le programme macroéconomique de la semaine prochaine que je vous détaillerai évidemment demain matin, hein, comme tous les lundis, dans la matinale trading. Mais là, déjà ce soir, on va essayer de voir un petit peu quels vont être les éléments, les événements les plus importants à surveiller pour les marchés, puisque vous le savez, il y a quand même pas mal de résultats macroéconomiques qui vont avoir leur lot de conséquences. Je me permets de boire un petit peu, j'ai soif. Alors, lundi, donc demain, journée déjà qui va commencer un petit peu semaine qui va commencer sur les chapeaux de roue, puisque dès demain matin, on aura les résultats des PMI pour un bon nombre de pays européens. On aura aussi les résultats de l'inflation en Suisse. Donc plus globalement, PMI manufacturier en Union européenne. Et donc sur l'ensemble des pays, on aura aussi des résultats d'inflation. L'après-midi, on aura la même chose du côté des États-Unis. Donc déjà des résultats plutôt intéressants qui vont être importants à surveiller et qui peuvent avoir là aussi un certain nombre de conséquences sur les marchés. Mardi,
Alors, journée intéressante mardi. Déjà, il faut savoir que, j'ai oublié de le préciser, mais c'est une semaine particulière en Chine. Donc, pour ceux qui traitent les sessions asiatiques, que ce soit sur le forex, que ce soit sur le crypto, attention, il va peut-être avoir des petits changements. Mais par exemple, c'est férié. Mardi, ça sera un jour férié en Chine. Voilà, je tenais à vous le dire, c'est important. Ensuite, tout au long de la journée, là, ça va être assez intéressant, puisqu'on va avoir des résultats un petit peu partout. Mais c'est surtout, évidemment, encore une fois, les résultats des États-Unis qui vont être intéressants, avec la balance, les commandes à l'industrie. Donc ça, c'est un résultat important. Pourquoi? Parce que c'est quand même assez représentatif de la santé économique du pays et de l'activité économique. Alors pas autant qu'un résultat de PIB, par exemple, mais c'est tout de même intéressant à observer. Et puis on aura un discours d'un membre du FOMC à 19h30 mardi qui sera plutôt intéressant. Mercredi, toujours férié en Chine, hein, on continue sur la semaine de fête, donc les sessions asiatiques toujours qui seront un petit peu différentes. Là encore, les résultats des PMI pour l'ensemble des pays de l'Union Européenne, mais PMI service. Cette fois-ci, on était manufacturier lundi, mercredi, ce sera les PMI de service. Toute la matinée, du coup, pour les pays européens. Et même chose, du coup, des États-Unis. Alors là, résultat encore plus important, sachant qu'on aura aussi les résultats des exportations, importations et la balance commerciale. Donc là, mercredi après-midi, on va avoir des choses importantes. On va probablement assister à pas mal de volatilité. Jeudi, comme toujours, le jeudi, vous le savez, c'est une journée très 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 importante aux États-Unis, mais pas seulement. Là, on voit qu'on aura aussi le taux de chômage en Suisse. On aura donc forcément les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30 aux États-Unis. Taux de chômage aussi au Canada. Donc pour ceux qui tradent le Forex, lors de la session de New York, ça va être intéressant. Et on aura le soir le solde de réserve auprès des banques de la réserve fédérale, donc de la Fed. Évidemment, un résultat en ce moment qui est ultra important au vu de la crise en cours. On termine avec vendredi, qui sera une journée fériée pour un bon nombre de pays, hein, vous voyez, tout simplement parce que c'est le vendredi saint. Donc pour tous les chrétiens, on nous souhaitera, je vais me mettre dedans, un bon vendredi saint. Il y aura quand même des résultats à surveiller le vendredi après-midi. Du côté américain, comme d'habitude, on aura toutes les positions nettes spéculatives sur les indices boursiers et les matières premières, mais du côté des États-Unis, on aura le chômage, qui sera très important, le taux de chômage, hein, pas les inscriptions, le taux de chômage, les créations d'emplois et le salaire moyen. Donc quand même des résultats qui vont peser et avoir pas mal d'impact sur les marchés. Voilà, de toute façon, on redétaillera un petit peu tout au long de la semaine ces différents résultats macroéconomiques pour que vous puissiez les suivre au mieux. Alors, je vais regarder un petit peu vos questions et puis après, on va pouvoir avancer sur la suite. On va pouvoir regarder justement les résultats qu'on a pu avoir cette semaine puisqu'ils ont été très intéressants. Et puis après, je vous ferai une analyse un petit peu plus précise de BTC. Je voulais le faire tout à l'heure et je n'ai pas pensé. Drisco qui dit dans le Discord, j'ai collé un scénario sur SPX, mais par manque de confiance, je ne suis pas rentré en position et vers 1h, SPX a pris 20%. Est-ce que ça vous arrive souvent aussi? C'est normal, Drisco. Tu verras, ça arrive régulièrement. On trouve des setups, il y a des configurations intéressantes, et puis voilà, on se dit qu'on n'a pas forcément toutes les configurations qu'on veut, toutes les confirmations qu'on veut, tous les éléments qu'on aimerait, et du coup on hésite et on prend pas la position. Oui, ça arrive. Maintenant, tu sais, des fois, vaut mieux ne pas se positionner plutôt que, vaut mieux ne pas se positionner si on n'est pas sûr de soi, plutôt que de foncer tête baissée. Ça peut être des fois contre-productif. Et comme je le répète souvent, des fois la meilleure manière de trader, c'est de ne pas trader, justement. Donc voilà. Alors je vais regarder un petit peu le reste de vos questions. En tout cas, merci à tous ceux qui sont présents ce soir. J'espère que vous allez bien, vous êtes passé un bon week-end. Ça monte au plus haut et après il ramasse. Exactement, je pense que c'est ce qui va se passer. Belle correction à la semaine. Ah, il y en a qui sont baissiers. Dites-moi d'ailleurs, est-ce que vous êtes plutôt haussier ou plutôt baissier pour cette semaine? Et vous inquiétez pas, je vois il y a des questions sur le XRP, on va en parler. Dodge, Shiba, t'en penses quoi des derniers mouvements? Pas grand-chose. Pour le moment, je regarde d'assez loin tous les shitcoins. Je pense qu'ils auront aussi leur moment de gloire prochainement si la market cap, la dominance de Bitcoin vient à se stabiliser. Mais pour le moment, je les regarde d'assez loin. Mon analyse BTC, on va la faire juste après la Rézar. Que se passe-t-il sur BTC? Grosse chute de BTC là en cours. On est en train de bien corriger ce dimanche soir. Alors, moi pour vous dire, quel est mon scénario sur Bitcoin? Il faut savoir déjà qu'il s'est passé quand même des choses intéressantes. Cette semaine, on a eu une grosse chute de l'open interest, d'environ 20%, ce qui représente quand même beaucoup d'argent, d'accord? Il y a plusieurs options. Soit il y a une prise de profit massif, d'accord, par un ou plusieurs groupes d'investisseurs.
soit il y a une mauvaise nouvelle qui est tombée que nous, on n'a pas encore reçue, mais que certains acteurs du marché ont, ou est-ce qu'il y a du fun qui est à venir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des comportements de marché importants et qui peuvent un petit peu laisser planer un doute sur Bitcoin cette semaine. La deuxième chose qui est très importante, je ne voulais pas afficher à l'écran, c'est des contrats d'expiration enfin les contrats d'option pardon, qui ont expiré vendredi matin sur Bitcoin et sur Ethereum. Alors, je vous les ai partagés tout à l'heure, si je ne me trompe pas, dans le Discord. Voilà. Donc, je vais vous les afficher à l'écran. Enfin, je vais vous afficher celui de Bitcoin, par exemple. Donc là, ah bah non, tiens, c'est celui d'Ether. Mauvaise pioche. Bref, bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, voilà. On a à l'écran, vous voyez, donc là, par exemple, non, je vais quand même vous afficher Bitcoin, si je peux. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a aussi le max time price qui est affiché, donc qui est à 24 000 $. Donc, on a eu des millions de contrats d'options qui ont expiré vendredi matin. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo cette semaine pour vous expliquer un petit peu justement quel impact peuvent avoir ces contrats et surtout l'expiration de ces contrats sur les marchés et pourquoi quand ça arrive c'est important de les identifier et de les surveiller. Donc il y aura une petite vidéo dans la semaine puisque ça fait partie quand même, c'est une partie importante dans l'analyse intrinsèque en fait j'ai envie de dire du marché et qui peut vous aider à comprendre et à maîtriser certains éléments. Nasdaq haussier pour moi, ouais Nasdaq très haussier qui vient de break une nouvelle résistance. On était habitué à avoir des dimanches bullish sur BTC. Exactement, c'est vrai que c'est assez étonnant. Généralement, les dimanches sont plutôt bullish sur BTC. Et là, c'est vrai qu'on est plutôt baissier cet après-midi. Alors, j'ai pas forcément d'explication pour le moment. Surtout que, voilà, on avait plutôt bien break la borne haute, donc des 28 400 $. Et puis là, finalement, voilà, on est repassé en dessous. On a cassé ici cette structure. Donc, personnellement, là, pour la soirée, je pense que Bitcoin devrait se diriger très clairement en direction des 27 600 $ pour venir récupérer cette liquidité qu'on a ici. Voilà. Après, il faudra voir évidemment comment va se comporter le prix et puis peut-être qu'on va carrément revenir chercher la borne basse du range en direction des 26 500 $, peut-être. En tout cas, pour le moment, premier objectif autour des 27 600 pour la soirée, ou en tout cas d'ici demain matin. Après, attention, généralement, c'est vrai que quand on a par exemple un mouvement bullish le dimanche soir sur Bitcoin, le lundi matin, on retombe et on ravale tout ce qui s'est passé. À l'inverse, des fois, quand on a des mouvements baissiers en fin de journée, le dimanche, on a des lundis qui sont assez intéressants à la hausse et qui ravalent aussi la baisse du dimanche soir. Donc voilà, où on identifie les contrats qui vont clôturer. Alors, vous pouvez les retrouver sur un certain nombre de sites, par exemple sur ce Kingfisher. Là, moi, je les ai regardés sur Based Money. Je vous partagerai de toute façon dans la vidéo que je vous ferai cette semaine à ce sujet-là, les ressources qui vous permettront d'accéder à ces informations-là. Comment reconnaître une plateforme d'échange fiable? Viens dans le Discord, Eric, il y a des parties justement où j'explique un petit peu comment vous pouvez identifier des plateformes correctes. Après, tout dépend de l'utilisation dont vous voulez en faire. Je suis de l'Open Interest. Je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous explique un petit peu à quoi sert l'Open Interest, enfin pourquoi c'est important de le regarder, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je viens de voir un asiatique faire 1200% sur masque, t'en penses quoi? Le masque, on a pris des positions aussi sur le masque, des belles positions en longue. Donc nous aussi on a fait des très belles performances dessus. Open Interest, je vous conseille de regarder ça sur Coin Analyse. C'est un site que moi j'utilise qui est très très bien, qui vous permet de voir l'Open Interest, les CVD spots, le funding rate, plein d'informations très intéressantes. Je suis en train de perdre avec cette chute. T'es en position en longue, Mora? Donc voilà. Un TikTok me propose de venir sur la plateforme. Alors attention, Eric, si on t'a contacté, s'il y a des gens qui te contactent, c'est peut-être des fakes, c'est peut-être des arnaques. Donc fais attention. Fais tout par toi-même, enfin voilà, te laisse pas influencer par des gens qui viennent te contacter. Déjà, si des gens te contactent, c'est bizarre, logiquement, ils ne devraient pas. Bref, je suis en position en longue. Après, là voilà, c'est une baisse ce soir, mais ça va peut-être remonter, hein. C'est pas pour le moment, il n'y a rien de catastrophique. Donc voilà. Alors, justement, on va faire un petit point du coup sur les résultats de la semaine. Des résultats qui ont été vraiment très intéressants. Je vous ai fait le bilan tout à l'heure, donc vous pouvez retrouver ça dans le Discord publiquement, c'est nickel.
Alors, côté Forex, ça a été un petit peu plus compliqué. Cette semaine, on n'a pas eu des résultats de fou, mais globalement, on s'en sort très très bien. Puisque du coup, au total, on a donc sur la crypto 7 positions qui ont été gagnantes, 3 perdantes et 4 toujours en cours. Donc là, en termes de win rate, on est OK, toujours avec le bon risk management, donc voilà, parfait. Et côté Forex, on s'en sort du coup avec 4 trades gagnants, 4 positions gagnantes et 5 perdantes. Donc là, on a un win rate qui est passé dans le négatif, mais comme vous le savez, on a un risk management qui nous permet et nous laisse la possibilité d'avoir un win rate négatif, entre guillemets, dans le sens où on a un win rate qui est sous les 50%, mais avec un bon risk management, avec une bonne gestion du risque et une bonne stratégie, bah, ça permet quand même d'être rentable. Alors, ça c'est pour les résultats du Discord. Pour le prop firm, cette semaine, ça a été très compliqué. Je vous partagerai le track record pour que vous puissiez aller le voir. C'est la première semaine où on a attaqué sur le Profirm. On a une semaine négative sur le Profirm. Je sais plus de moins 2000, je crois. Donc c'est rien, hein, c'est une toute petite perte. Hein. Je vous rappelle qu'on a pris un Profirm à 100 000 euros, à 100 000 dollars. Donc on a de la marge, mais petite perte. C'est vrai que cette semaine, ça a été une semaine compliquée en termes de performance. Moi, Sandro, on n'a pas été au top. Paul, lui, s'en est plutôt bien sorti. Même sur le copy, voilà, ça n'a pas été une semaine de fou sur le copy trading. Mais voilà, ça arrive. On a eu un mois de mars qui a quand même été énorme. C'est vrai que les 3 premières semaines de mars, vous pourrez aller voir les résultats dans la partie résultats justement. On a fait des très 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 grosses performances, autant en crypto qu'en forex, avec très peu de pertes. Et là, c'est vrai que le mois de mars, la dernière semaine a été un petit peu plus compliqué. En plus, vous le savez, moi j'ai déménagé, donc c'est vrai que j'étais un petit peu moins focus sur le trading. Et puis là, cette semaine, j'étais aussi en déplacement sur Paris. Donc c'est vrai que il y a un tout qui a fait que les performances ont un petit peu baissé, mais globalement, on a quand même fait une semaine rentable. En tout cas, pour ceux qui sont sur le Discord, vous avez encore eu des résultats positifs si vous avez tout bien fait. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire là-dessus. On va désormais passer sur une dernière partie, je vais répondre un petit peu à vos questions, et puis après on va revenir un petit peu sur les actualités principales de la semaine, parce que quand même il y en a eu des sacrés. Donc on va revenir sur ça juste après. Je vais juste check un petit peu vos questions. Alors, XOUSD semble à la baisse, beaucoup d'autres traders portent des schémas de fou pour en profiter. Sympa de te voir avec Asher. Ouais, d'ailleurs je vais vous parler de ma rencontre avec Asher juste après. Alors, pour le gold, moi ce que je veux dire, c'est que le gold, voilà, aujourd'hui il y a une crise bancaire, l'or est une valeur refuge par excellence, est la valeur refuge par excellence, donc personnellement je privilégie du long dessus, c'est-à-dire que je suis la tendance de fond, et je privilégie des positions en longue sur le gold. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas possibilité de le short à certains moments, bien sûr que si, mais voilà, moi c'est mon avis, donc voilà. Non, je ne connais pas Eric, cette plateforme. Alors, pour ceux qui me demandent mes réseaux, YouTube, etc., vous avez tous les liens dans ma bio. Donc, vous avez mon Linktree avec tout. Il utilise des faux profils. Ouais, c'est du fake, Eric. Faites très attention. Merci, Momo. Dois-je prendre une autre position short pour me rattraper? Non, surtout pas, Morin. Faut pas foncer tête baissée. En plus, là, on a déjà entamé un bon mouvement baissier. Donc, faut pas essayer de rattraper le couteau qui est en train de tomber. Accepte ta perte. Prends le temps de te repositionner après lorsque tu auras identifié un nouveau setup intéressant. Et surtout, ne te précipite pas. C'est très important. Alors, justement, donc comme je vous le disais, on va revenir un petit peu sur les éléments, sur les résultats les plus importants de la semaine, parce qu'il y en a eu quand même des sacrés. Alors, on va évidemment revenir sur la situation des banques, puisque vous le savez, il y a eu une crise aux États-Unis au niveau des banques, mais ça c'est contre toute attente, pas contre toute attente, mais contre ce que disait notre cher ministre Bruno Le Maire, propagé en France et en Europe. Le Crédit Suisse a fait faillite, il a été racheté par UBS. La banque allemande a été aussi en difficulté. Et nous, nos banques françaises ont été perquisitionnées par le parquet national financier en début de semaine. Donc Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, Banque Populaire, je crois. Et la dernière, je ne sais plus. En tout cas, voilà, les plus grosses banques françaises ont été perquisitionnées pour fraude, manipulation de marché et détournement de fonds. Donc ça représente des milliards et des milliards de dollars. Donc c'est une affaire qui évidemment va pas améliorer tout ça, surtout dans le contexte en plus français aujourd'hui. Alors ça c'est une chose. On a aussi appris cette fois-ci du côté crypto, donc que Binance avait été attaqué en justice par un régulateur américain, là aussi pour fraude et manipulation de marché, puisque voilà apparemment la classe dirigeante de Binance aurait en fait, agit contre ses propres utilisateurs en tradant avec un certain nombre de sous-comptes. Et sauf que c'est facile, parce que eux, ils savent ce que les utilisateurs de Binance font,
et donc ils peuvent agir en fonction. Donc c'est clairement pas du tout éthique et pas du tout legit de faire ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Autre mauvaise nouvelle, pour revenir du côté français, l'Assemblée nationale a voté pour la mise en place du projet de loi donc sur les influenceurs entre guillemets crypto. Ça, je vous en ai déjà parlé dans la semaine. D'accord, donc allez voir sur la vidéo sur YouTube, je vous ai fait 2 vidéos d'ailleurs justement à ce sujet-là. Une jeudi, donc dans le JT, et celle qui est sortie hier, du coup, qui avait été tournée avant l'adoption des lois, mais où je dis quand même des choses intéressantes, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc, mauvaise nouvelle pour l'écosystème français crypto, d'accord. Maintenant, alors attention, hein, contrairement d'ailleurs à ce que disait André Malpel lors du salon de l'analyse technique, c'est pas encore fait. C'est-à-dire que là, c'est passé à l'Assemblée, il va falloir que le Conseil constitutionnel... Alors, c'est pas le Conseil constitutionnel là, qui va valider. Enfin bref, il y a il y a d'autres étapes démocratiques avant que le projet de loi soit adopté. Et puis même s'il est adopté, après, il faudra un certain nombre de mois avant qu'il soit mis en place concrètement. Donc pour le moment, voilà, rien n'est sûr, mais c'est vrai que c'est pas forcément des très bonnes... c'est pas forcément des très bonnes nouvelles. Et on va terminer avec, du coup, une bonne nouvelle, c'est FTX qui fait son retour, puisque FTX a contacté ses clients européens cette semaine pour leur annoncer qu'ils allaient pouvoir récupérer leur argent. Donc pour tous ceux d'entre vous qui avaient des fonds, qui étaient restés bloqués sur FTX, eh bien, vous pouvez avoir le sourire, puisque normalement, si tout se passe bien, vous devriez pouvoir les récupérer très prochainement. Personnellement, moi vous le savez, j'avais un tout petit peu d'argent sur FTX. Pourquoi? Parce que c'était là où je tradais, donc évidemment c'est pas là où je holdais mes cryptos. Donc j'avais pas été impacté fortement, mais ça me faisait un peu, ça m'embêtait quand même un petit peu d'avoir cette somme là dessus. Mais normalement je vais pouvoir la récupérer. Quelle clé pour crypto tu conseilles pour conserver? Bah justement Ledger, très bien. Ledger, alors cher, moi je trouve pas que c'est très cher, hein. Vous avez quand même un outil extraordinaire pour un prix plutôt raisonnable et qui vous permet d'avoir une sécurité totale en plus d'une utilisation et d'un parcours client qui est vraiment optimisé. Donc Ledger, je recommande à 100%. Voilà, je sais pas, je suis pas sponsor Ledger, je m'en fiche, je vais pas avoir de com, mais vraiment, moi c'est ce que j'ai et c'est ce que je vous recommande tous d'avoir parce que c'est très important. Donc voilà. Mon top 5 crypto, très compliqué de donner un top 5. Évidemment, Bitcoin, Ethereum. Après, j'aime beaucoup Avax. En vrai, on pourrait en mettre beaucoup. Hein, on pourrait en mettre beaucoup. C'est très compliqué, très compliqué. J'aime bien aussi l'écosystème Cosmos. J'aime bien l'écosystème Polygon. C'est assez compliqué ouais, de faire un top 5. Donc voilà, la sécurité n'a pas de prix. Exactement. Je préfère payer un petit peu plus voilà, dans une clé Ledger, dans un wallet décentralisé qui me permet d'avoir une sécurité totale, plutôt que de ne pas le faire et m'exposer à des risques qui pourront me faire perdre beaucoup plus d'argent. Donc en fait, oui, tu payes, effectivement, mais comment dire, c'est pas un manque à gagner, enfin je sais pas comment je peux te le dire, tu vois, mais c'est vraiment un investissement utile d'avoir une clé Ledger. QNT, EGLD, Atom. Atom, ouais, j'aime beaucoup. QNT, c'est pas mal aussi, EGLD aussi, mais voilà. Il y a beaucoup de projets, tous n'iront pas à bout, tous ne seront pas présents dans 10 ans, donc il faut évidemment essayer d'identifier les meilleurs. Donc voilà, je vais terminer ce soir en revenant du coup sur le salon de l'analyse technique auquel j'étais vendredi avec Sandro, donc un autre membre de l'équipe Blockchain Capital. Normalement Nicolas devait être avec nous, malheureusement il n'a pas pu venir. Où du coup on a pu rencontrer Asher, donc super rencontre. Moi c'était la première fois que je le voyais, Asher. Donc voilà, il a fait sa conférence, conférence très intéressante d'ailleurs. Alors je veux pas critiquer, mais on était quand même face à quelqu'un, donc André Malpel, qui est l'organisateur de ce salon, qui était totalement à côté de la plaque d'un point de vue crypto, qui ne comprenait pas comment ça marchait, qui ne voulait pas comprendre et qui n'écoutait pas. Alors on peut aussi parler voilà, de toutes les fois où il a coupé la parole à Asher ou aux autres intervenants. Donc c'était un peu particulier cette conférence-là, mais bref, c'était quand même très intéressant, il y en a eu plein d'autres, donc c'était super cool. J'ai croisé en plus certains d'entre vous, voilà, il y a certains abonnés qui étaient là-bas et qui sont venus me voir, donc c'était vraiment super cool. Et voilà, et puis du coup j'ai pu discuter aussi un petit peu avec Asher, vous avez vu, j'ai pris une petite photo avec lui, donc c'était vraiment super intéressant. Et d'ailleurs, j'ai pris contact avec un broker qui s'appelle IG, c'est un gros broker, et on va essayer de vous mettre en place un petit concours de trading communautaire, en fait, où on vous offrira un compte démo chacun, et on fera gagner des cadeaux pour les meilleurs d'entre vous, ceux qui auront les meilleurs résultats de trading. On vous fera ça. Donc voilà.
J'espère que ça vous plaira. Et bah écoutez les amis, pour ce soir, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait le tour et on a dit plein de choses super intéressantes. En plus, moi j'ai une réunion qui va commencer dans une vingtaine de minutes. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'intégralité du live, rediffusion juste après sur YouTube, ne vous inquiétez pas. Je vous laisse rejoindre le Discord, venir sur les différents réseaux, puisque voilà, tout au long de la soirée, je vais continuer à vous envoyer des choses dessus. Et puis de toute façon, on se retrouve demain matin pour la matinale trading. Alors, la matinale de demain sera peut-être un petit peu plus tard. Pourquoi? Parce que justement, je rentre de Paris demain matin en train, donc ça sera peut-être un petit peu décalé. Vous aurez peut-être d'abord la matinale news avec Théo, puis la matinale trading avec moi. Sinon voilà, de toute façon on vous partagera le planning des lives, des événements, etc. de la semaine, je vous laisserai aller voir tout ça, donc n'hésitez pas à vous abonner sur les différents réseaux, à rejoindre le Discord, etc. etc. Donc voilà, et bah écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir, merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, et bonne fin de week-end, bon courage pour ceux qui reprennent le boulot demain. Et à très vite, ciao tout le monde, c'était Alex de Crypto Learning.